William T, il y a eu un couac place Vendôme. Oui, je suis d'accord avec le propos de M. Dugouin-Clément. En fait, Éric Dupond-Moretti, et ça s'entend, moi je ne pense pas que ce soit la bonne idée, mais ça s'entend pour une partie de la population, que l'objectif de réinsertion commence par la proximité, la réinsertion et une compréhension des différents acteurs et des détenus. Et si par cas vous faites ça, et Éric Dupond-Moretti c'est déjà mis en scène avec les détenus, pour se réinsérer, il faut comprendre ces détenus et donc les réinsérer petit à petit dans la société. Mais il n'a pas voulu le faire. Et donc du coup, en fait, il a pris le pire des choix possibles. Il avait le choix entre responsable ou être idiot. Il a choisi d'être idiot et de faire semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais vraisemblablement, c'est impossible que le ministre de la Justice soit pas au courant. Moi, je pense que ça pose deux grands problèmes qui sont essentiels. C'est la question de la réinsertion et de la politique et de la doctrine pénale. Je vous parlais tout à l'heure de la doctrine au niveau de la répression, notamment du point de vue régalien. Quelle est la doctrine pénale de réinsertion vis-à-vis du gouvernement? Est-ce que la prison doit être un élément dissuasif, notamment pour écarter les gens nuisibles de la société et les réinsérer, soit par l'ordre, le travail et le mérite, c'est-à-dire que plutôt que de donner des activités de loisirs, eh ben vous les mettez plutôt en formation, vous les faites plutôt passer un diplôme afin qu'ils trouvent un emploi à leur sortie, ou est-ce que plutôt on fait un accommodement dit raisonnable et on s'adapte à leur culture pour leur proposer des activités qui étaient en phase avec ce qu'ils avaient avant? Moi, je pense que la meilleure solution, c'est plutôt de les élever, parce que leur situation d'avant les a conduits à la prison, ce qui explique qu'il faut leur proposer une autre solution. Il y a un deuxième point que moi je trouve problématique, c'est la situation que nous rencontrons. Nous vivons dans un contexte de crise économique, notamment marqué par l'inflation. Est-ce que les Français, avec notamment 50% des Français qui ne partent pas en vacances, la classe moyenne et la classe populaire, qui ne bénéficient pas de loisirs, et notamment qui a vécu des restrictions d'eau dans certains départements, comprennent notamment que des gens utilisent des kartings auxquels leurs enfants n'ont jamais eu le droit et n'auront peut-être jamais le droit, et en même temps que vous avez des restrictions d'eau, vous avez de l'eau qui est utilisée pour des piscines. Je pense que c'est là où les Français se disent pourquoi est-ce que ces gens-là bénéficient plus que nous alors qu'ils ont causé plus de tort que nous à la société. Et quand vous avez ça, la population est mécontente, et quand vous avez une injustice en France alors qu'on vit sous la passion de l'égalité, ça conduit à un mécontentement très fort. William T, Emmanuel Macron a prévenu l'automne difficile, et vendredi soir, dans son discours à Bormes-les-Mimosas, il a appelé les Français à accepter de payer le prix de la liberté, référence au prix de l'énergie qui risque d'exploser dans les prochains mois. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenu. Non, et au moins depuis le début de l'apparition de la guerre en Ukraine, il a tenu un discours qui était clair, et c'est plutôt courageux dans la mesure où c'est un discours qui est impopulaire. Et quand un président tient un discours qui est impopulaire, c'est au moins qu'il est courageux. Je pense que sur la question d'inflation, M. Agion avait répondu sur l'ensemble des problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de l'inflation, c'est principalement que les économies ont redémarré en même temps pour la crise sanitaire, et donc du coup, vous aviez une demande en consommation de produits qui était supérieure par rapport à la production, dans la mesure où on n'a pas réussi à faire repartir les usines dans le même temps. Et le sujet essentiel, c'est est-ce que le gouvernement a agi sur le bon équilibre pour respecter toutes les problématiques? Est-ce qu'il a donné assez aux classes moyennes et aux classes populaires pour pouvoir tenir la montée de l'inflation tout en gardant la stabilité budgétaire? Parce que ce qui peut arriver avec l'augmentation des taux d'intérêt, c'est d'éventuelles crises financières et crises monétaires, et donc du coup crise de la zone euro. Donc du coup le gouvernement doit faire attention à ça pour pas qu'on se retrouve à la même situation qu'il y a 10 ans par rapport aux crises des dettes souveraines qui avaient mis à genoux la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Donc le gouvernement agit de façon équilibrée sur ce moment. C'est des besoins qui sont conjoncturels. Ensuite, après, il faut voir à long terme comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Il y a depuis la mondialisation, il n'y a que quelques pays qui ont réussi à augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. C'est l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et tous ces pays-là ont réussi à augmenter le pouvoir d'achat et les salaires avec une seule méthode, c'est atteindre le plein emploi pour qu'on arrive en situation de pénurie, pour que les entreprises soient obligées d'augmenter les salaires pour les inciter en fait à venir dans leur propre entreprise. Et tant que vous n'atteignez pas ça, vous n'êtes pas en situation de le faire. Alors maintenant, comment on le fait? Et on doit opérer ce qu'on appelle un nivellement par le haut, c'est-à-dire une stratégie de montée de gamme pour avoir des produits de meilleure qualité, pour avoir une volonté exportatrice et que nos entreprises puissent exporter au-delà. Donc ça suppose d'agir sur les questions de coût du travail et le coût des entreprises, notamment la fiscalité, ce qu'on appelle les impôts de production. Le deuxième point, c'est la question du taux d'emploi et donc du coup agir sur les barrières d'emploi pour les jeunes et pour l'emploi des seniors. Et après, il y a une dernière question, ça s'appelle le travail tout au long de la vie pour qu'on puisse produire davantage. Parce qu'actuellement, il y a quelque chose qu'on ne dit pas aux Français. En 1980, les Français gagnaient plus par habitant que les États-Unis et l'Allemagne, soit environ 30 000 $. Aujourd'hui, les Américains et les Allemands gagnent 2 fois plus que nous, notamment en termes de PIB par habitant. Les États-Unis gagnent 2 fois plus que nous par PIB par habitant. Et donc, ça veut dire que la France, par rapport aux dépenses que nous devons faire sur les moyens de la justice, sur les moyens régaliens, sur la santé, etc., ne produit pas assez. Et donc, du coup, il faudra travailler plus tout au long de la vie. Ça suppose d'allonger l'âge légal de départ à la retraite et également de façon hebdomadaire pour que les Français produisent davantage. Et si on produit davantage, on réduira le déficit public, les Français produiront plus de richesses et si on produit plus de richesses, on aura plus d'argent à mettre dans les services publics et à se répartir pour aider les plus fragiles et les plus modestes. William T, qu'attendent les Français quand ils expriment à travers cette enquête leur insatisfaction?
Il demande au gouvernement et à Emmanuel Macron en particulier de pouvoir agir sur le réel. En fait, Emmanuel Macron, quand on regarde les sondages, notamment qui a été porté dans le JDD, actuellement, en 2018, la même question a été posée. Il y avait 41% des Français qui avaient un bilan positif du président de la République sur les questions sécuritaires. Et malgré l'arrivée de Gérald Darmanin à Beauvau en 2020, les Français sont aujourd'hui uniquement que 25% à avoir un sentiment positif sur la sécurité. Est-ce que le gouvernement est en capacité de pouvoir agir sur les actes du quotidien, comme l'a rappelé M. Dugouin-Clément? Vous avez plusieurs actes qui à peu près pollue la vie des Français, comme le dirait Nicolas Sarkozy. Vous avez les actes de rodéo, les refus d'obtempérer, et vous avez le sentiment qu'en fait le réel en fait échappe à Emmanuel Macron et qu'il est victime d'un sentiment de dépossession et qu'il est incapable de pouvoir avoir une emprise sur le réel. Vous avez tout ça, la question du fiasco au Stade de France qui a alourdi l'image du gouvernement en termes sur la question d'insécurité. Vous avez également les refus d'obtempérer, l'expulsion ratée de l'imam Iqiyoussen, et en fait le gouvernement enchaîne les couacs, ce qui explique que les Français portent aujourd'hui un jugement négatif. Je pense que l'essentiel pour le gouvernement, c'est pas forcément une logique de moyens, contrairement à ce qu'on dit, c'est une logique de priorité, de doctrine administrative. Parce que les moyens sont là, ils sont mis. Les moyens sont mis, de toute façon, on est sur un effet de rattrapage et on ne peut pas augmenter ou doubler un budget comme ça en 1 an ou en 2 ans. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une doctrine qui est claire sur les rodéos. Est-ce qu'on interpelle ou pas? Est-ce qu'on percute sur le système britannique? Est-ce qu'on effectue des surveillances plus intensives avec des drones, notamment pour épargner la vie des policiers? Et quelle est la doctrine en termes de maintien de l'ordre sur les territoires de reconquête républicaine? Sur tous ces éléments-là, en fait, les Français veulent non pas des annonces, parce qu'en fait, Gérald Darmanin a changé de priorité à peu près tous les 6 mois. À un moment, c'était les violences conjugales, ensuite après, c'était les rodéos, ensuite après, c'était les refus d'obtempérer. Je pense qu'ils veulent 2-3 priorités. Alors, c'est d'ailleurs un argument, parce que quand on l'entend, il le dit dans l'interview du JDD, il l'a dit dans ses dernières déclarations à la presse, parce qu'il a fait beaucoup de déplacements. Il explique que l'an dernier, on parlait beaucoup des bouches d'incendie qui étaient débouchées, les attaques contre les pompiers. Cette année, on n'en parle plus, parce que le gouvernement a mis la pression, et donc, c'est plus un sujet. Il se sert de ces priorités qui changent. Oui, je pense que l'objectif de chaque gouvernement, que ce soit celui d'Emmanuel Macron ou un autre, c'est de fixer 3-4 priorités. Les Français sont assez intelligents. Ils savent que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes en 1 mois, en 2 semaines, des problèmes qui sont aussi compliqués et qui remontent d'une dizaine, vingtaine, trentaine d'années. Il faut se rappeler notamment que Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour sur des questions d'insécurité en 2002, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Donc Gérald Darmanin doit fixer des priorités. Je pense notamment que dans cette interview de GD, il fixe quelques priorités. La question du sécurité au quotidien, la question migratoire et la question de l'ordre public, et notamment éventuellement, je pense qu'il y avait implicitement question de l'affectivité des peines et des moyens de la justice. Si par cas vous fixez ces 3 priorités et que dans 1 an ou dans 2 ans, vous revenez voir les Français en disant voilà nos résultats sur ces 3 domaines, je pense que les Français auront un regard différent sur l'action du gouvernement. William T, cette étude, cette enquête du JDD, ce bilan des Français, ça dit quoi de l'action de Gérald Darmanin qui fait vraiment tout pour répondre aux attentes? En tout cas, on voit la mobilisation, manifestement, il y a très peu de résultats perçus par les Français. Il est difficile à lire ce sondage sur le cas spécifique de Gérald Darmanin. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, quand on prenait la même question en 2018, 41% des Français étaient satisfaits du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Si aujourd'hui, ils sont plus que 25%, Gérald Darmanin a une part de responsabilité. Mais ce qu'on ne sait pas dans le sondage, parce que la question n'est pas précise, c'est qui est responsable. Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Elisabeth Borne? Ou est-ce que c'est Gérald Darmanin? Vraisemblablement, ce sera tout le gouvernement en entier. Donc Gérald Darmanin sera responsable de cette action, malgré son volontarisme qui est affiché. La difficulté qu'a Gérald Darmanin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir agir sur le réel. C'est-à-dire qu'à la différence d'avant le Covid et avant 2020, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de témoignages, j'en ai dans mon entourage très proche, de personnes qui sont d'horizons différents, qui votent différemment. C'est-à-dire que les personnes se sentent en insécurité, même au centre des grandes villes métropolitaines. C'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Lille. Par exemple, nous, dans notre équipe, on a beaucoup de jeunes étudiants qui nous disent on ne peut pas sortir le soir parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Et à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là, en fait, vous êtes dans la spirale infernale de chacun va donner son propre témoignage et ça va se répandre au-delà de l'écho médiatique. Il y a un écho qui est de plus en plus réel de la part des gens auxquels ils vont se dire on ne sort pas dehors parce qu'on n'est pas en sécurité. Vous diriez que la société est tendue, pour reprendre les termes de Patrick Vignal? Donc moi je pense, et on a beaucoup analysé nous les pays différents, il y a un rapport qui est très intéressant, c'est le rapport de la CIA qui a été remis à Joe Biden. Ce qui a été montré notamment avant la crise sanitaire, c'est que la société occidentale est marquée par 2 phénomènes qui sont très forts, la polarité et la radicalité. Si avant on pouvait avoir des avis divergents, souvent on se regroupait pour arriver à ce qu'on appelle à une médiation, comme le rappelait Patrick Vidal. Et en plus, avant, si on avait un différend, on le faisait de façon verbale. Aujourd'hui, on est monté en intensité et la société est devenue plus radicale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une joute verbale, on arrivera directement au point, voire aux armes blanches, ce qui est difficile à répondre pour la police. Moi, je pense qu'il faut arriver sur une nouvelle organisation territoriale dans la mesure où on ne peut pas demander
tout aux forces de l'ordre et tout au ministère de l'Intérieur. Il y a une délinquance qu'on a dans les centres-villes et les actes du quotidien, l'incivilité, etc. Est-ce que c'est vraiment aux forces de police, aux forces nationales de gérer les forces du quotidien, ou est-ce qu'il faut transférer des pouvoirs de sécurité aux maires pour qu'ils développent leur police municipale et que ce soit eux, dans le cadre de leur budget, d'assurer cette police municipale? Je pense que c'est une piste. Ensuite, après, vous avez les actes qui sont beaucoup plus importants, les rodéos, les refus d'obtempérer, qui touchent directement l'ordre de l'État et la question de l'autorité de l'État. Sur ces actions-là, il faut avoir une doctrine qui est claire. Je pense que Gérald Darmanin a une part de responsabilité, mais que ce n'est pas uniquement le seul, dans la mesure où il ne dispose pas de tous les leviers. C'est-à-dire que ce que racontent les syndicats de police, c'est toujours la même chose. Les policiers et la doctrine leur permet d'arrêter les délinquants et les criminels. Seulement, ils réclament une seule chose, ça s'appelle l'effectivité des peines, dans la mesure où 90 000 peines sont prononcées, ne sont pas exécutées. Et donc, il y a une question qui se pose sur la justice, notamment. Est-ce que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont sur la même ligne? Une fois que vous arrivez à une cohérence du dispositif, plus qu'une doctrine, plutôt que les moyens, les Français savent qu'en crise économique, on ne va pas débloquer des moyens formidables parce qu'on n'a plus d'argent, et tout développement d'argent public supplémentaire représenterait des impôts supplémentaires, et je ne suis pas sûr qu'ils veulent payer des impôts supplémentaires. Par contre, si vous avez commencé à avoir une doctrine qui est cohérente, une répartition des rôles qui est plus claire entre police municipale, force nationale et gendarmerie, peut-être que les Français verront des actes au quotidien, et je pense que la présence leur permettra de se sentir de façon plus en sécurité. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui permettent d'avancer petit à petit. Mais ce qu'il faut dire, et j'insiste vraiment dessus, ce n'est pas en 2-3 semaines qu'on résout des problèmes de sécurité. Il remonte depuis une vingtaine d'années. Je vous ai fait la référence par rapport à Jean-Marie Le Pen qui a été monté au second tour, notamment sur des questions de sécurité. Il faudra être patient, mais en étant des objectifs clairs. Et c'est pas à pas qu'on arrive à résoudre la question de l'insécurité en France.